Repartons à Avdiivka avec une hypercommunication russe depuis que la ville a été reprise aux Ukrainiens samedi après une bataille de plus de 4 mois. Hier soir, c'est le chef du Kremlin en personne qui s'est exprimé sur cette prise de guerre, sur fond d'ironie, sur fond de jubilation. Écoutons Vladimir Poutine. Quelle heure était-il? 11 heures, c'est ça? Vous étiez de nouveau ici avec le chef d'état-major et avez rapporté que cette fuite chaotique avait lieu à Avdiivka. À ce moment-là, si j'ai bien compris, le commandement militaire ukrainien a donné l'ordre à ses forces armées de se retirer alors qu'elles étaient déjà en mouvement et quittaient cette localité. Évidemment, quoi de mieux pour valider les propos de Vladimir Poutine que de diffuser l'information, notamment à la télévision russe. Là, on fait part évidemment de la rapidité et de l'impréparation avec laquelle les soldats ukrainiens ont laissé tout le matériel sur place. Regardez. C'est un véhicule blindé de transport de troupes américain M113. Ses caractéristiques techniques sont très anciennes. De tels véhicules existent depuis la guerre du Vietnam, mais ils sont encore parfaitement utilisables. Nos ennemis se battent sur ces véhicules. Celui-ci, de manière involontaire, a roulé dans un cratère d'obus et y est resté coincé. Le blindage du M13 n'est pas bon. C'est un défaut bien connu de ce véhicule. Sa plaque frontale est très fragile. Le destin de ce char est déjà scellé. Son train roulant va être réparé, de nouveaux insignes tactiques remplaceront ses croix et ils retourneront au combat. Tout a explosé. Colonel, on a l'impression qu'il y a le yin et le yang. Il y a une hyperjouissance de Vladimir Poutine et en face, il y a bien évidemment la machine à propagande qui tourne à la télé russe, même si on le voit, c'est bien de l'armement occidental et soviétique qui est laissé par les Ukrainiens. Et puis, il y a en face la difficulté des Ukrainiens. On a entendu Volodymyr Zelensky à la conférence de Munich. On entend hier soir sur l'antenne de CNN Dmytro Kuleba qui, pour la première fois, dit la victoire d'Avdiivka, on n'a pas pu l'avoir, Avdiivka. C'est la défaite des Occidentaux. C'est en gros à cause de vous, les Occidentaux, parce qu'on n'a pas eu l'armement. Donc c'est vraiment deux opposés là qui s'affrontent et Vladimir Poutine qui en joue. Alors, je suis totalement opposé à cette vision des choses. Je sais que c'est une vision qui tourne. Disons, c'est la faute des Occidentaux. C'est ce que dit Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères. Mais ça tourne depuis des semaines et des semaines. Et c'est vrai que les Ukrainiens, c'est un des arguments de vente de Zelensky pour dire, écoutez, aidez-moi, il me faut de l'argent, etc., Donc les Américains, les Européens, ils le font très bien d'ailleurs au passage. Mais en fait, pas du tout. Je pense malheureusement aujourd'hui, la situation militaire, si vous voulez, des Ukrainiens sur le front, elle est liée à l'échec de la contre-offensive. Vous savez, c'est comme un tremblement de terre. Vous avez des répliques, etc. Donc c'est pas comme un jeu vidéo. Donc c'est un échec. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se réorganiser, se réarticuler et l'assumer. Et puis faire un saut de 200 km en arrière, réinventer une nouvelle manœuvre, remettre de nouveaux chefs, c'est qu'ils ont fait affaire parce que Zierski a remplacé Zaloujny. Donc il faut réinventer quelque chose. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ils vont mettre des semaines et des mois. Et le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que malheureusement pour eux, c'est que les Américains ont débranché. D'une façon ou d'une autre, ils ont commencé à dire non, on va attendre voir, le Congrès ne vote pas la mise en place des fonds, les Européens ont mis un certain temps, ça fait qu'une semaine que les Européens ont décidé de lâcher les 50 milliards. Donc si on voit bien qu'il y a un contexte global qui est quand même très inquiétant pour les Ukrainiens. Donc on peut pas dire que c'est de notre faute. Nous on est sur un modèle qui est un modèle, on dit, on pensait que l'Ukraine allait gagner. Rappelons-nous sur nos plateaux, il y a encore 6 mois, on disait l'Ukraine va aller à Moscou et Zelensky disait qu'il allait se baigner en mer Noire. Donc on était plutôt à l'aise, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait une espèce d'enthousiasme et c'est vrai qu'on a cru à cette communication ukrainienne qui était plutôt bien faite, avec un Zelensky plutôt offensif. Malheureusement, la réalité de la guerre, et c'est juste horrible ce que je veux dire, parce que quel résultat final, c'est quoi? C'est 100 000 morts de chaque côté minimum. C'est juste incroyable. Donc c'est la perte de matériel et surtout d'hommes. Donc c'est compliqué. Et aujourd'hui, on rentre dans le dur. C'est ça le cœur du problème. C'est pas la faute des Occidentaux. On rentre dans le dur. On verra maintenant ce que la politique décidera, ce que les grands chefs d'État décideront, ce que l'Europe décidera. Est-ce qu'on continue, on continue pas? Qu'est-ce qu'on fait? Mais rappelez-vous deux choses. Un, Zaloujny lui-même avait dit en novembre sur The Economist que de toute façon la manœuvre était quasiment morte. Et deux, Zelensky lui-même avait dit que la reprise potentielle du Donbass était presque impensable. Il l'a dit au mois de décembre, rappelons-nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un contexte qui est comme pas favorable, si vous voulez, à un enthousiasme délirant à Kiev. Walter Breuer-Holstels, on a quand même beaucoup dit, et alors il y a eu toujours beaucoup de phases comme ça dans la guerre où c'était un petit peu des tendances qui s'inversaient, mais là clairement,
la Russie a repris le dessus, et on le voit donc avec l'épisode d'Avdivka, on le voit avec peut-être, encore une fois, Kinki, qui là va être un autre nœud qu'on va surveiller quand même. Mais on a bien l'impression que Poutine semble avancer dans une nouvelle dynamique. Ça lui est profitable évidemment pour les élections, pour son peuple, mais également pour la guerre. Là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une progression russe d'un coup d'un seul à partir de maintenant. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire le colonel, c'est-à-dire qu'on voit bien que les armées à tour de rôle finalement ont connu des échecs, se réorganisent, l'armée russe s'est réorganisée, elle s'est remise en position de mener ses opérations. L'armée ukrainienne, elle, était sur la fin de ce qu'elle avait imaginé être sa contre-offensive, et aujourd'hui elle est au creux par contre-coup, avec un élément peut-être supplémentaire qui est à mon avis l'idée qu'ils sont presque pris à leur propre piège, à leurs propres illusions sur ce qu'avait pu être cette contre-offensive. C'est toujours beaucoup plus difficile de prendre une décision de retraiter, a fortiori quand ils ont un problème de morale de soldats ou de remobilisation de troupes différentes, parce qu'il y a une réticence sur une partie des gens qui n'ont pas envie d'être appelés. Et donc ça entraîne une difficulté à prendre la décision décisive au bon moment, et forcément si on la prend un petit peu en retard, on en paye très vite les conséquences, comme c'est le cas là. Je ne suis pas d'accord à propos des illusions délirants, parce que vous savez que les Ukrainiens, c'est un peuple vraiment courageux. Ils ont posé les vies de ces soldats, et ce qu'ils ont besoin, c'est l'arme, parce que vous savez que c'est toujours le postulat a priori. Si on permet de Poutine s'avancer, après, il va menacer à vous. C'est sûr, parce qu'il ne s'arrête pas. On le dit depuis un petit moment, effectivement, maintenant. Intéressant ce que disait le colonel aussi, qu'on n'a pas beaucoup entendu justement sur cette aide occidentale. C'est-à-dire que c'est pas de notre faute. Il y a vraiment les Ukrainiens qui sont dans ce registre-là actuellement. Il y a Zelensky qui a commencé à le sous-entendre, mais pour la première fois, Dmytro Kuleba l'a clairement dit hier sur l'antenne de CNN. Oui, mais il le dit déjà sur CNN, c'est pas un hasard, évidemment, parce qu'il s'adresse directement aux Occidentaux. Et c'est ce que font aussi les Russes, parce que quand on voit ce soldat russe sur le front qui montre un blindé occidental qui est détruit, et qui dit en fait on va le réparer, on va le remettre sur le front, mais de notre côté, ça on avait déjà vu des scènes comme ça, justement au début de cette contre-offensive avec les premiers chars Léopard qui étaient montrés. Il y avait une bataille, les autres. Là l'idée c'est évidemment de dire, mais en fait de s'adresser à l'Occident et de dire mais vous voyez bien à quoi ça sert de continuer à financer à fond perdu cette guerre, alors qu'il n'y a plus aucune chance. C'est ça vraiment la communication que veut imposer le Kremlin, alors qu'il n'y a plus aucune chance pour l'Ukraine de l'emporter. Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans les propos de Poutine et la façon dont il le met en scène, c'est en effet cette espèce de jubilation sur la fuite chaotique des soldats ukrainiens. Et que ça, c'est aussi destiné directement à ces soldats ukrainiens, au moral ukrainien. Essayer toujours, dans cette guerre informationnelle dont on parlait, d'insister et d'essayer de miner le moral. Même si, attention, sur l'histoire d'Avdivka et la fuite d'Avdivka, manifestement, il y a eu des pertes importantes ukrainiennes et une désorganisation au moment du retrait. Mais là, on sent bien qu'il enfonce vraiment le doigt dans la plaie là où ça fait mal. Effectivement, on l'a bien vu, à Avdivka, il y a eu, vous l'avez dit très justement, des manquements de la part de l'armée ukrainienne sur certains aspects, notamment effectivement le retrait, mais il y a aussi des points forts, des points très forts du côté russe, notamment l'utilisation de tunnels. C'est là que se cachaient notamment des combattants, et c'est Sergueï Shoigu qui a reconnu justement les bienfaits de cette technique pour arriver à la victoire à Avdivka. Ça fait 9 ans jour pour jour que des passages souterrains ont été creusés, des constructions en béton, des lignes spéciales ont été faites pour pouvoir se déplacer sans remonter à la surface. Dans les tunnels, tout dépendait du temps que nous donnions à l'ennemi pour s'organiser. Quand nous leur avons laissé très peu de temps, alors nous avons pris l'avantage. Alors Vladimir Poutine aussi en parle du poids de ces tunnels, quel rôle ils ont joué véritablement. Il l'avait déjà fait, mais là il conteste quand même un peu la stratégie russe. Il répond à Sergueï Shoigu en disant qu'il faudrait quand même un peu revoir la copie les prochaines fois. Écoutons le chef du Kremlin. Moi, j'ai parlé personnellement à l'un des commandants d'Avdivka. Et il m'a évoqué le diamètre de ces tunnels. 1 mètre.
pas plus de 10. Et voilà qu'on a des hommes costauds qui marchent là-dedans sans savoir où aller sur plus de 3 km. Ils l'ont fait, ils se sont rendus dans des endroits inconnus, ils ont tenu bon pendant plusieurs jours alors qu'ils étaient bloqués et ils ont essuyé de fortes pertes. J'entends, c'est un moment particulier dans l'histoire des opérations de combat menées par la Russie pour défendre ses intérêts vitaux. Mais je vous demande de vous occuper d'eux, de leur prêter attention. Maintenant, ils se reposent, ils se sont retirés, ils se préparent à d'autres combats, mais occupons-nous d'eux.